Vous êtes-vous déjà demandé ce qui se cache dans les profondeurs insaisissables de notre univers? Là-bas, loin de nos regards, se déroule une danse majestueuse et insondable dont l'éclat mettra des millions d'années avant de nous parvenir. Des entités cosmiques colossales, énigmatiques et infiniment lointaines orchestrent une symphonie silencieuse échappant à notre compréhension. Étoiles, planètes, galaxies et amas d'une grandeur démesurée hantent notre imaginaire et titillent notre curiosité, nous invitant à contempler l'immensité inexplorée de ce vaste univers. Qui, parmi nous, n'a jamais levé les yeux vers la voûte céleste, ébloui par la lumière des étoiles, et n'a pas senti l'appel puissant de l'inconnu? Quel voyageur ne s'est jamais demandé si, par-delà les étoiles qui scintillent, existent des mondes aussi riches que le nôtre, ou peut-être même plus complexes encore? Chers voyageurs, bien le bonjour. Aujourd'hui, nous partons à travers les échos éloignés de l'espace et du temps pour découvrir d'immenses structures célestes. Du cœur étincelant des étoiles où naissent les éléments qui ont engendré la vie, aux galaxies tourbillonnantes qui renferment des milliards de mondes, chaque étape de notre voyage nous dévoilera toujours plus d'énigmes. Les échelles d'espace et de temps auxquelles nous allons nous confronter vont mettre à rude épreuve les limites de notre compréhension du monde. En tant que voyageurs cosmiques, nous ne sommes que de simples particules au regard de cette immensité. Pour nous, la grandeur d'une année-lumière est semblable à celle d'1 kilomètre pour un virus. Mais il en faut plus pour décourager la soif de connaissance qui nous anime. Alors prépare-toi, mais avant de partir pour une nouvelle aventure, pense à liker la vidéo et à t'abonner à la chaîne pour ne rien manquer. Merci et bon voyage. Si l'univers nous paraît infini, rappelons-nous que notre échelle du monde l'est aussi pour les plus petits éléments qui constituent la matière, à savoir les particules subatomiques. En effet, la taille humaine est de l'ordre du mètre. C'est notre référentiel d'observation. Avec une vue aiguisée, il est possible de voir à plusieurs kilomètres de distance, mais aussi de remarquer des détails de l'ordre du dixième de millimètre. Mais avec des appareils de mesure, on peut aller beaucoup plus loin. Assez loin pour en déduire l'existence des composants primordiaux de la matière, les fameux quarks. Si vous pensiez que l'atome est le plus petit élément de l'univers, détrompez-vous. Grâce à de nombreuses recherches, notamment celles menées dans le collisionneur de particules du CERN, on sait aujourd'hui que chaque atome est composé d'un noyau et d'un ou plusieurs électrons. La plupart des noyaux atomiques sont formés par des neutrons et des protons que l'on regroupe sous le terme de nucléons. En raison de la charge électrique négative des électrons et de la charge électrique positive des protons, ces deux éléments restent soudés par l'action de la force électromagnétique. C'est l'une des 4 grandes forces qui régit les lois de la physique telle que nous la connaissons. À l'échelle atomique, les forces les plus présentes sont donc la force électromagnétique, mais aussi l'interaction forte qui assure la cohésion des noyaux atomiques et l'interaction faible. Le rôle de cette dernière est assez difficile à décrire tout en restant compréhensible pour le plus grand nombre. Mais sachez qu'elle est autant responsable de la désintégration radioactive des particules subatomiques que de la fusion nucléaire au cœur des étoiles. La dernière interaction fondamentale, sans doute la plus connue de toutes, n'est autre que la force gravitationnelle. Autrement dit, la gravité. Son intensité dépend avant tout de la masse des objets considérés.
Elle est donc très présente à l'échelle cosmique, alors que son rôle au niveau de l'atome est négligeable. L'atome est donc composé de neutrons, de protons et d'électrons. Mais est-il possible d'aller encore plus loin? Sans surprise, la réponse est oui. En effet, au cœur des nucléons, on retrouve d'autres briques élémentaires constituant la matière. Ce sont les quarks. Et lorsqu'on essaye de s'intéresser à leur taille, les choses se compliquent. Mais pour mieux comprendre, il faut revenir à la structure de l'atome. La taille des atomes varie selon l'élément considéré, mais l'ordre de grandeur reste plus ou moins le même. 10 puissance moins 10 mètres, soit 0,1 nanomètre. L'échelle atomique est donc ridiculement petite. Or, un atome, ce n'est pas une boule de matière, contrairement à ce que nous disent certaines représentations simplifiées. À vrai dire, c'est plutôt une boule de vide. Car tiens-toi bien, si la taille d'un atome est de l'ordre de 10 puissance moins 10 mètres, celle de son noyau est de 10 puissance moins 15 mètres. Le noyau est donc 100 000 fois plus petit que l'atome lui-même. Pour vous aider à visualiser cette différence, imaginons qu'un atome fasse la taille d'un terrain de football. À votre avis, quelle serait la taille du noyau dans cette représentation? Celle d'un joueur? Celle d'un ballon de foot? Celle d'un carton rouge? Eh bien non. La taille du noyau serait plutôt celle d'une bille placée au centre du terrain. Mais alors, si le noyau est si petit, pourquoi donner de telles dimensions aux atomes? La raison est simple. Il faut aussi prendre en compte les électrons. En théorie, les électrons sont des particules ponctuelles et élémentaires. Ils n'ont donc pas de taille ni de dimension. La quasi-totalité de la masse des atomes est donc concentrée dans leur noyau. Voilà pourquoi on dit que la matière est essentiellement constituée de vide. Bien entendu, cela n'est pas visible à notre échelle. Ce sont les forces qui agissent entre les particules qui nous donnent l'illusion que tout ce qui nous entoure est plein. Oubliez donc l'idée de pouvoir passer à travers les murs. On sait également que les électrons évoluent sur des orbites quantifiées tout autour du noyau. Leur probabilité de présence varie selon chaque endroit. Si bien que sans effectuer de mesures expérimentales, il est impossible de connaître la position exacte des électrons autour d'un noyau atomique donné avec des calculs théoriques. Ce sont des particules probabilistes, soumises aux mystérieuses lois de la mécanique quantique. Toujours est-il que pour chaque atome, on sait quelle est la distance maximale des électrons par rapport au noyau. Et c'est bien cette distance maximale qui fixe la taille des atomes à environ 10 puissance moins 10 mètres. À présent, revenons-en à la taille des quarks. Tout comme les électrons confèrent un certain diamètre aux atomes, les quarks, eux, donnent un diamètre aux protons et aux neutrons. Et tout comme les atomes, ce sont des particules considérées comme ponctuelles. En ce sens, les quarks ne peuvent donc pas avoir de taille. Toutefois, s'ils devaient en avoir une, elle serait probablement inférieure à 10 puissance moins 18 mètres. Soit 1000 fois plus petit qu'un nucléon, lui-même 100 000 fois plus petit qu'un atome. À nouveau, cet ordre de grandeur est si infime qu'il nous est impossible de le conceptualiser. Mais en faisant une comparaison à notre échelle, les choses deviennent beaucoup plus parlantes. Commençons donc par trouver un substitut à notre quark. Pour simplifier les choses, prenons un objet d'1 mètre. Et pourquoi pas une baguette de pain? À présent, il nous faut trouver un objet 1000 fois plus grand pour représenter notre nucléon, soit quelque chose d'1 kilomètre. Le Burj Khalifa, à savoir le plus haut gratte-ciel du monde, et ses quelques 828 mètres de hauteur, feront parfaitement l'affaire. Bien, nous avons notre quark,
nous avons notre nucléon, maintenant il nous faut notre atome. Pour ça, nous avons besoin de quelque chose qui mesure 100 000 km. Sachant que la Terre fait environ 12 700 km de diamètre, il va falloir chercher plus loin dans le cosmos. Saturne, qui possède un diamètre d'environ 116 000 km, est la candidate idéale. Ainsi, alors que l'atome nous paraît infiniment petit, c'est en fait un géant en comparaison des autres composants de la matière. Rendez-vous compte, à côté de l'atome, les particules élémentaires comme les quarks ou les électrons, en admettant qu'ils aient une taille, ne seraient guère plus grandes qu'une baguette de pain devant Saturne. Cette simplification est un peu excessive, mais elle reflète bien l'immensité toute relative du monde qui nous entoure. Qui sait, notre univers lui-même n'est peut-être qu'une goutte d'eau dans quelque chose de bien plus vaste. Une fois cette question posée, les réponses n'ont pour limite que notre imagination. Certains penseront peut-être au multivers, et d'autres à l'immensité dérangeante de l'infini. Au vu de nos connaissances actuelles, rien ne nous permet de trancher en faveur d'une hypothèse plus que d'une autre. Si des études sont à l'œuvre pour déterminer la nature de l'univers observable, ce qu'il y a au-delà reste un profond mystère. Si tant est qu'il y ait bien un au-delà. Nous avons vu l'atome et ses composants. Considérons cela comme un point de départ pour notre fantastique épopée vers l'infiniment grand. Le chemin va être long. Il est donc préférable d'y aller étape par étape. La question est donc de savoir ce qu'il y a après l'atome. Et la réponse la plus logique serait les molécules. En effet, une molécule est une structure tantôt très simple, tantôt très complexe, qui résulte de la liaison entre plusieurs atomes. Pour éviter de trop compliquer les choses, nous nous intéresserons à la molécule d'eau. Celle-ci est constituée de 2 atomes d'hydrogène pour un atome d'oxygène, d'où son nom H2O. Sa taille est de l'ordre du nanomètre, soit 10 puissance moins 9 mètres. À nouveau, c'est infime, si bien qu'on estime qu'une simple goutte d'eau serait composée d'environ 3 fois 10 puissance 20 molécules d'eau. Cette quantité est tout simplement hallucinante. Cela représente 300 000 millions de milliards de molécules. C'est 300 milliards de fois plus que le nombre d'étoiles dans notre galaxie, le tout dans une gouttelette de seulement quelques millimètres. On peut également supposer que cette goutte d'eau doit abriter quelques formes de vie, des organismes unicellulaires capables de croissance et de reproduction. Les plus petits d'entre eux ne mesurent que quelques centaines de nanomètres. Le strict minimum pour disposer du matériel génétique nécessaire à la survie de ces organismes. Les cellules humaines, elles, sont plutôt de l'ordre du micromètre. Elles sont donc 1000 fois plus petites qu'un millimètre, si bien qu'il faut un microscope optique pour les visualiser. C'est également la norme chez la plupart des bactéries qui mesurent en moyenne 2 micromètres de long. En 2022, des chercheurs de l'Université des Antilles ont publié leur découverte d'une bactérie géante dans un échantillon de mangrove. Baptisée Thiomargarita magnifica, les cellules individuelles de cette bactérie titanesque en forme de filament qui s'étire jusqu'à 2 cm de long. Du jamais vu, ce qui repousse les limites de taille chez les micro-organismes. De fait, cette bactérie serait visible à l'œil nu pour peu que l'on soit suffisamment attentif. Pour Olivier Gros, l'un des chercheurs à l'origine de cette découverte, c'est un peu comme si l'on observait un primate de la taille de l'Everest. Ainsi, même à l'échelle d'une simple goutte d'eau, le monde est bien plus vaste que l'on ne peut l'imaginer. Mais notre voyage est encore loin d'être terminé, et il est temps pour nous de poursuivre notre ascension
vers les échelles cosmiques. Toujours en prenant une goutte d'eau comme référence, il nous faut maintenant passer aux échelles de taille de notre quotidien. Et pour cela, quoi de plus représentatif que le litre? Pour atteindre cette quantité, il ne faut pas moins de 20 000 gouttelettes. Mais on peut aller encore plus loin en se demandant combien de gouttes d'eau contiennent l'ensemble des océans qui recouvrent la Terre. Plusieurs personnes se sont amusées à faire le calcul et le résultat qu'elles obtiennent est juste incroyable. Entre 2 et 4 fois 10 puissance 25 gouttes d'eau, soit environ 100 000 fois plus que le nombre de molécules d'eau dans une goutte. Tout cela remet les choses en perspective, n'est-ce pas? Nous pouvons faire le même exercice de pensée, mais cette fois-ci, en comparant notre propre échelle à celle de notre belle planète bleue. Pour cela, nous allons estimer que la taille moyenne de l'homme est de 1,70 m. À votre avis, si tous les êtres humains vivant sur Terre actuellement s'allongeaient les uns à la suite des autres, quelle longueur pourrait-il atteindre? Cette chaîne humaine serait-elle assez grande pour aller d'un bout à l'autre de notre planète en passant par son centre? Ou bien même pour égaler la distance Terre-Lune? Eh bien, si on estime qu'il y a actuellement 7,9 milliards d'êtres humains sur Terre, on obtient une longueur d'environ 13,4 millions de kilomètres. C'est largement plus que le diamètre de la Terre, qui est d'environ 12 700 kilomètres. C'est aussi bien plus que la circonférence de la Terre, environ 40 000 kilomètres. Mais est-ce assez pour parcourir la distance Terre-Lune? Eh bien oui. En effet, notre satellite naturel n'est pas si éloigné qu'on pourrait le croire. Mais il faut tout de même parcourir environ 400 000 km pour l'atteindre. Toutefois, notre chaîne humaine serait bien trop courte pour atteindre les différentes planètes de notre système solaire. À commencer par notre plus proche voisine, Vénus. Selon les époques, la distance entre la Terre et sa sœur varie entre 43 et 256 millions de kilomètres. En effet, les deux planètes n'ont pas la même période de révolution autour du Soleil. Au cours des décennies, elles s'éloignent et se rapprochent l'une de l'autre dans un cycle sans fin. Nous voilà maintenant entrés dans le cosmos. Même en restant dans le système solaire, qui n'est qu'une infime fraction de notre galaxie, qui elle-même est une poussière dans l'univers, les ordres de grandeur dépassent déjà notre entendement. Mais qu'importe, cela ne nous empêchera pas de nous émerveiller face aux objets les plus immenses qui parsèment le vide sidéral. Commençons par chercher autour de nous et regardons quelle est la plus grosse planète tellurique. Si ce terme ne vous dit rien, sachez qu'il s'agit tout simplement des planètes rocheuses composées essentiellement de roches et de métal. En comparaison des géantes gazeuses, elles sont minuscules, mais leur densité est importante. Elles se caractérisent également par la présence d'eau sous forme solide ou liquide, un élément indispensable à la formation de la vie telle que nous la connaissons. Dans notre système solaire, on compte 4 planètes telluriques. Classées selon leur distance croissante par rapport au Soleil, ce sont Mercure, Vénus, la Terre et Mars. Certains remarqueront peut-être que Pluton manque à l'appel. Mais ce n'est pas un oubli. En effet, en raison de sa petite taille et de son orbite hasardeuse, celle qui était autrefois considérée comme la 9e planète du système solaire fut classée au rang de planète naine en août 2006 après un vote de l'Union astronomique internationale. Ceci dit, elle reste une des plus grosses planètes naines du système solaire avec Eris, Cérès, Makemake et Haumea, avec un diamètre de près de 2400 km. Elle est donc 6 fois plus petite que la Terre. Mais cela ne l'empêche pas d'avoir ses propres satellites.
Le plus gros d'entre eux, Charon, fait plus de la moitié de la taille de Pluton. C'est un peu comme si notre Lune faisait la taille de Mars. Mais revenons-en à nos planètes telluriques. Laquelle est la plus grande? Est-ce Vénus? Eh bien non, c'est bien la Terre qui est en haut du podium. En bas du classement, on retrouve Mercure. Presque 3 fois plus petite et 20 fois moins massive que la Terre, elle ne fait littéralement pas le poids. Ensuite vient Mars, qui est presque 2 fois plus petite que notre planète. En seconde position, on retrouve Vénus et ses conditions plutôt inhospitalières. Avec une pression atmosphérique 92 fois plus forte que sur Terre, une chaleur de 462 degrés, des pluies d'acide sulfurique et des vents à 400 km/h, autant dire qu'il ne fait pas bon vivre sur l'étoile du Berger. Pourtant, si sa composition atmosphérique avait été différente, Vénus aurait pu être une excellente candidate pour un projet de colonisation spatiale. 1,16 fois plus petite que la Terre, elle possède également une gravité très proche de celle que nous connaissons. On sait également que l'eau est bien présente sur Vénus, mais principalement sous forme de vapeur dans son atmosphère. Toutefois, la présence d'eau gelée en profondeur n'est pas à exclure. Malheureusement, en raison de la distance qui nous sépare d'elle et des défis techniques que pose son atmosphère, coloniser Vénus restera sans doute une utopie à tout jamais. Nous savons maintenant que la Terre est la plus grosse planète tellurique du système solaire. Mais quelle est la plus grosse lune qui l'abrite? Pour le découvrir, il faut se tourner du côté des géantes gazeuses. Peut-être pensez-vous à Titan, un satellite colossal presque aussi gros que Mars, qui orbite autour de Saturne. Mais c'est bien du côté de Jupiter que se trouve la plus grosse lune jamais découverte. Son nom, Ganymède. Elle écrase allègrement les quelques 91 autres lunes de la géante gazeuse. Avec un diamètre de 5268 km, dépassant de 8% celui de la planète Mercure et de 2% celui de Titan, c'est la lune la plus imposante de tout le système solaire. Toutefois, son étrange composition la rend assez peu massive comparativement aux planètes telluriques. Ganymède est bien le satellite planétaire le plus lourd que nous connaissons, mais sa masse équivaut à 45% de celle de Mercure, quand bien même ses dimensions sont plus imposantes. Cela s'explique en partie par la présence d'un immense océan sous sa surface gelée qui pourrait contenir plus d'eau qu'il n'y en a sur Terre. Assez logiquement, si Ganymède est le roi des satellites du système solaire, Jupiter, sa planète d'appartenance, en est la reine. 11 fois plus grande que notre planète bleue et 318 fois plus massive, c'est un véritable monstre cosmique. En termes de volume, elle pourrait facilement contenir toutes les planètes rocheuses et toutes les lunes du système solaire. En effet, elle engloutirait allègrement non moins de 1300 terres. Et avec un diamètre de plus de 140 000 km, elle éclipse facilement toutes les autres planètes alentour, y compris Saturne si l'on ne prend pas en compte ses anneaux. Son atmosphère, agitée par des rafales, des tempêtes et des ouragans géants, est principalement composée d'hydrogène et d'hélium, à l'instar des étoiles. Mais en son sein, la grande Jupiter abriterait un cœur solide. Une boule de matière ressemblant à la Terre, mais 14 à 18 fois plus massive. Ce cœur de pierre serait aussi couvert de glace et renfermerait un noyau métallique constitué d'un alliage de fer et de nickel. Sur Jupiter, on trouve aussi la Grande Tache Rouge, une vaste tempête ovale qui fait frémir par sa taille colossale, suffisante pour engloutir 3 fois la Terre.
sans parler des vents violents qui tourbillonnent à sa surface, dépassant parfois les 1400 km/h. À titre de comparaison, les vents les plus forts jamais enregistrés sur la Terre dépassaient à peine les 400 km/h. Malgré cette description à glacer le sang, Jupiter est loin d'être une menace pour nous. Bien au contraire, elle joue un rôle protecteur en déviant les astéroïdes et les comètes se trouvant sur une trajectoire potentiellement dangereuse pour la Terre. Certains scientifiques estiment même que la géante gazeuse est l'une des raisons pour lesquelles la vie a pu se développer sur Terre sans être totalement anéantie par une série de collisions cosmiques. Car dans le système solaire, de nombreux objets nous menacent. Des masses de roches et de glace dérivant à des vitesses faramineuses et qui attendent la bonne occasion pour nous percuter. La plupart des astéroïdes que nous connaissons se situent soit dans la ceinture d'astéroïdes derrière l'orbite de Mars, soit dans la ceinture de Kuiper derrière Neptune. Mais d'autres sont plus sournois et attendent dans l'ombre de croiser notre route un jour. Toutefois, même si la Terre échappe aux différentes menaces du cosmos, il y en a une qu'elle ne pourra jamais éviter. Et assez paradoxalement, c'est cette même menace qui est à l'origine de la vie, le Soleil. À la fois créateur et destructeur, il fut au cœur de nombreuses croyances dans l'histoire du genre humain. Son rayonnement a fourni l'énergie nécessaire pour réchauffer notre atmosphère et permettre la photosynthèse chez les végétaux. Sans lui, nous n'aurions jamais vu le jour, au sens propre comme au sens figuré. Toutefois, dans l'hypothèse où nous vivrions encore 5 milliards d'années, nous ne pourrions échapper à la fin tragique que nous réserve notre étoile. Aujourd'hui, elle est ce que l'on appelle une naine jaune, même si, ironiquement, son volume est assez grand pour contenir 1,3 million de terres. Si notre planète mesurait 1,2 cm de diamètre, le Soleil, lui, aurait un diamètre de 1,4 m. Même Jupiter, la plus grande planète du système solaire, est 10 fois plus petite en comparaison. À lui seul, le Soleil représente 99,86% de la masse totale du système solaire. Et pourtant, notre étoile est loin d'avoir atteint sa taille définitive. Âgée d'environ 4,6 milliards d'années, on estime qu'elle est à peu près à la moitié de sa vie. À l'intérieur, il se produit un phénomène de fusion nucléaire, si bien qu'en son centre, il règne une température d'environ 15 millions de degrés Celsius. C'est cette fusion qui est à l'origine de la chaleur et du rayonnement que le Soleil dégage. Mais comme toute chose en ce monde, notre Soleil n'est pas éternel. Viendra un jour où l'astre aura épuisé toutes ses réserves de carburant. Il entamera alors une longue descente aux enfers qui commencera par son expansion en géante rouge. Au cœur de notre étoile, les atomes d'hydrogène fusionnent pour former des atomes d'hélium. Cette réaction très énergétique produit une incroyable pression qui tend à la dilater. En parallèle, la force de gravité agit en comprimant le Soleil. C'est cet équilibre qui garantit la stabilité de notre étoile. Mais petit à petit, la quantité d'hélium dans le noyau augmente à mesure que l'hydrogène est consommé. Si bien qu'un jour, la pression exercée par la fusion diminuera suffisamment pour provoquer une contraction du noyau, ce qui augmentera la température et la pression dans les couches extérieures de ce dernier. De ce fait, la zone de fusion de l'hydrogène commencera à s'étendre au-delà du noyau, vers les couches externes du Soleil.
L'hydrogène, situé en dehors du noyau, sera donc assez chaud et dense pour subir la fusion nucléaire. Notre étoile commencera alors sa transformation en géante rouge. À mesure que la zone de fusion va s'élargir, le noyau continuera de se contracter, tandis que les couches externes du Soleil commenceront à se dilater. Notre étoile va donc se mettre à gonfler comme un ballon de baudruche. Elle commencera par engloutir Mercure, puis Vénus, mais le sort de la Terre est moins certain. En effet, notre planète se situe à la lisière de la zone où le Soleil devrait s'étendre en devenant une géante rouge. En parallèle de son expansion, son rayonnement augmentera considérablement. Sa surface sera plus chaude qu'auparavant, ce qui entraînera une augmentation de sa luminosité. Finalement, le Soleil perdra ses couches externes dans l'espace, sous forme de vents solaires et de jets de matière. Ces couches expulsées formeront une enveloppe de gaz et de poussière autour du noyau, laissant apparaître une nébuleuse planète Terre. Ce sera la fin de la phase de géante rouge. Il ne restera plus alors qu'un noyau dense et chaud appelé naine blanche, seul vestige d'un astre autrefois resplendissant. Cette naine blanche sera composée principalement d'hélium et de carbone. Elle ne brûlera plus de carburant, mais elle continuera à briller pendant un temps, émettant de la chaleur résiduelle. Puis, elle aussi, finira par se refroidir progressivement. Elle cessera de rayonner et deviendra une relique sombre dans l'obscurité de l'espace. En un sens, cette fin est d'une douceur mélancolique. D'autant plus quand on connaît le destin des étoiles supermassives qui meurent dans une formidable explosion cosmique appelée supernova. Ainsi, tous les astres, tous les corps célestes, aussi immenses soient-ils, connaîtront un jour une fin. Alors, avant que ces derniers ne disparaissent à tout jamais dans le vide sidéral, profitons du fait qu'ils soient encore visibles pour partir à leur découverte. Après être partis de l'infiniment petit pour arriver jusqu'aux limites de notre système solaire, il est temps d'aller plus loin, beaucoup plus loin. Préparez-vous, car nous allons poursuivre notre périple au sein de l'immensité de notre univers tout entier. Ensemble, nous allons partir à la découverte des objets les plus gigantesques qui peuplent le cosmos. Au sein de notre système solaire, nous savons que Jupiter est la plus grande de toutes les planètes. Or, à travers l'immensité de notre univers et les milliers de milliards de galaxies qui l'abritent, il existe forcément des astres orbitant autour d'une étoile dont la taille ferait passer notre géante locale pour une planète naine. Des exoplanètes si massives qu'on pourrait les comparer à des petites étoiles. Eh bien, au risque de te décevoir, il est peu probable que de telles planètes existent. Et ce pour la simple et bonne raison que pour une trop grande quantité de matière, l'effondrement gravitationnel est tel qu'il génère une température et une pression suffisantes pour déclencher le processus de fusion nucléaire. Ainsi, ce qui aurait pu devenir une planète géante devient bien souvent une étoile. De ce fait, les plus grosses exoplanètes jamais découvertes sont de taille semblable à celle de Jupiter, bien qu'elles puissent être plus massives. C'est le cas de Kepler 1647b, une exoplanète détectée par le télescope spatial Kepler de la NASA et située à près de 3700 années-lumière de nous. Sa découverte fut annoncée en juin 2016 et dès lors, elle fut présentée comme la plus grosse exoplanète jamais découverte. Sa masse et son diamètre seraient semblables à ceux de Jupiter. Toutefois, Kepler 1647b possède une particularité intéressante.
Il s'agit d'une exoplanète circumbinaire, ce qui signifie qu'elle orbite autour de 2 étoiles comparables à notre Soleil. Cette disposition particulière des astres n'est pas sans rappeler la célèbre planète de sable Tatooine de la saga Star Wars. Kepler 1647b met environ 3 ans à orbiter autour de ce système binaire, d'après les observations des astronomes. C'est une découverte intéressante car cela place la géante dans la zone habitable du système. Autrement dit, elle évolue à une distance qui permet de voir l'apparition d'eau liquide. Toutefois, Kepler 1647b est une planète gazeuse. Il est donc peu probable qu'elle puisse abriter la vie telle que nous la connaissons. En revanche, tout comme Jupiter ou Saturne, elle pourrait avoir des lunes rocheuses qui offriraient alors des conditions beaucoup plus propices. À présent, si tu pointes une paire de jumelles dans la constellation du Centaure, tu pourras apercevoir une jeune étoile comparable au Soleil. Située à seulement 310 années-lumière de la Terre, celle-ci se nomme HD 114082. Or, ce qui nous intéresse, nous, ce n'est pas cette étoile, mais bien l'exoplanète qui gravite autour. Baptisée HD 114082b, en référence à son étoile, il s'agit là encore d'une géante gazeuse. Ce qu'il y a de surprenant avec cet astre, c'est que son rayon est semblable à celui de notre cher Jupiter. Et pourtant, sa masse lui serait 8 fois supérieure. Environ 2500 fois la masse de la Terre. C'est tout simplement gigantesque. Un autre fait surprenant à propos de cette super Jupiter, comme l'appellent les astronomes, est qu'elle orbite très près de son étoile, environ à la moitié de la distance qui nous sépare du Soleil. Ainsi, sa période de révolution est de seulement 110 jours. À titre de comparaison, Jupiter met 12 ans à faire le tour du Soleil. Et Neptune, la géante gazeuse la plus lointaine de notre système solaire, met 165 ans à faire une révolution complète. HD 114082b est aussi la plus jeune géante gazeuse connue dont le rayon et la masse ont été déterminés. Mais quelque chose cloche. Si l'on se fie aux modèles actuels qui déterminent la taille et la masse maximale que peuvent avoir les planètes, notre super Jupiter est environ 2 à 3 fois trop dense pour une géante gazeuse aussi jeune. Comment expliquer cette anomalie? Il y a plusieurs hypothèses. Tout d'abord, il se pourrait qu'une erreur ait été commise dans les mesures. Mais pour ce genre de découverte, les données sont toujours vérifiées plusieurs fois. Il se pourrait aussi que les modèles sur lesquels se basent les astronomes soient incorrects. Enfin, il est possible que HD 114082b soit une anomalie, une sorte d'erreur de la nature à l'échelle cosmique, possédant un noyau solide inhabituellement grand, ce qui expliquerait son incroyable densité. Pour le moment, la question reste en suspens et il faudra attendre d'autres découvertes avant d'avoir une réponse définitive à cette énigme. En parlant d'anomalies cosmiques, nous pouvons également citer le cas d'Ab Aurigae B, aussi nommé Ab Or B. Il s'agit d'une exoplanète géante gazeuse dont la masse est de 9 fois celle de Jupiter. Cela fait d'elle l'exoplanète la plus massive jamais découverte. Elle se situe à environ 508 années-lumière de la Terre. Ce qui la rend si spectaculaire, ce n'est pas uniquement sa masse hors norme, mais plutôt le fait qu'elle soit la première exoplanète directement observée encore intégrée dans un disque de gaz et de poussière à partir duquel se forment les planètes. On parle de disques protoplanétaires.
Pour expliquer la naissance de ces astres, les chercheurs avancent deux hypothèses. La première est appelée accrétion du cœur. La matière constituante du disque va se condenser par accrétion jusqu'à former un noyau solide essentiellement constitué de matériaux rocheux et de métaux. Une fois que ce noyau a atteint sa masse critique, il va à son tour accréter des gaz, essentiellement de l'hydrogène et de l'hélium, jusqu'à former une planète géante gazeuse. La deuxième hypothèse est celle de l'instabilité du disque. Elle consiste en l'effondrement de portions du disque protoplanétaire sous l'effet de la gravitation. Cet effondrement va venir condenser la matière pour former une planète uniquement gazeuse, sans noyau rocheux. En raison de la grande distance qui sépare AB hors B de son étoile, presque 93 fois la distance Terre-Soleil, les astronomes penchent plutôt pour le modèle de l'instabilité du disque afin d'expliquer sa formation. En outre, la forme des bras spiraux du disque protoplanétaire qui entoure l'étoile va aussi dans le sens de cette hypothèse. Le fait d'avoir une image directe de la formation d'AB hors B autour de son étoile est donc une preuve que les géantes gazeuses peuvent se former par instabilité du disque. Du moins, c'est une observation qui remet en cause les modèles standards de formation des planètes. Car jusque-là, la grande majorité des exoplanètes observées avaient une orbite autour de leur étoile qui ne dépassait pas la distance entre le Soleil et Neptune. Or, AB hors B orbite 3 fois plus loin que Neptune du Soleil. Malheureusement, il est encore trop tôt pour affirmer quoi que ce soit au sujet de cette étrange planète géante. En effet, elle n'en est qu'au début de son processus de formation, un peu comme un fœtus en gestation. Elle approche même la taille maximale pour être classée comme une planète et non comme une naine brune. Autrement dit, une étoile avortée, trop petite pour déclencher un processus stable de la fusion de l'hydrogène. Ces astres sont à mi-chemin entre des étoiles et des planètes, condamnées à ne jamais briller. Quoi qu'il en soit, la découverte d'AB hors B n'est qu'une preuve supplémentaire nous montrant à quel point les mécanismes qui régissent notre univers sont complexes. De nouvelles observations astronomiques remettent continuellement en question nos théories actuelles, améliorant ainsi notre compréhension de l'univers. La formation des planètes est très complexe et désordonnée, et de nombreuses surprises nous attendent encore. Et justement, nous allons continuer notre découverte de ces surprises. Cette fois-ci, nous allons nous intéresser aux planètes telluriques, c'est-à-dire les planètes rocheuses. Car tout comme il existe des super-Jupiters, il existe aussi des super-Terres qui font passer notre planète bleue pour une petite lune. L'une des plus célèbres d'entre elles n'est autre que HD 219134b. Lorsque sa découverte fut annoncée le 30 juillet 2015, c'était l'exoplanète tellurique la plus proche de la Terre jamais découverte. Seulement 21 années-lumière de distance. Mais aujourd'hui, ce titre revient à Proxima Centauri b, qui est à 4,2 années-lumière de nous. Cela dit, HD 219134b reste quand même assez proche et, à supposer que l'on puisse un jour voyager à la vitesse de la lumière, s'y rendre ne serait pas impossible. Toutefois, elle ne se situe pas dans la zone habitable de son étoile, si bien qu'y partir en expédition semble un peu vain, d'autant plus qu'à sa surface, il règne une température de plus de 400 degrés, une véritable fournaise. Mais si HD 219134b intéresse autant les scientifiques, c'est parce que sa proximité permet une étude plus approfondie des planètes telluriques voisines en dehors du système solaire.
Similaire à notre planète en termes de composition et de densité, la Super-Terre HD 2191-34b se différencie avant tout au niveau de son rayon et de sa masse. Ces deux paramètres sont respectivement 1,6 et 4,5 fois plus grands que ceux de la Terre. Cela paraît énorme, mais ce n'est rien en comparaison de la planète qui est encore, à ce jour, considérée comme la plus énorme de toutes les planètes rocheuses jamais découvertes. Son nom, Kepler 10c. Cette exoplanète fut détectée par le télescope spatial Kepler de la NASA en 2011. Elle se situe à environ 526 années-lumière de la Terre dans la constellation du Dragon. Si jusque-là les planètes telluriques découvertes avaient une masse équivalente à 10 fois celle de la Terre pour les plus imposantes, la découverte de Kepler 10c a remis les choses en perspective. En effet, cette mégaterre est 17 fois plus massive que notre planète, avec un rayon 2 fois plus grand. Pourtant, elle possède une densité équivalente. Avant sa découverte, les théoriciens pensaient que de telles planètes ne pouvaient exister. Leur argument étant qu'au-delà d'une certaine masse, le corps solide doit capturer les gaz alentours, mais aussi ce qu'il produit pour se métamorphoser progressivement en géante gazeuse. Or, ce n'est pas le cas de Kepler 10c, qui reste une énigme pour la science. D'ailleurs, les premières observations de cet astre ne laissaient entrevoir que sa taille, si bien que les astronomes ont pensé qu'il devait s'agir d'une planète semblable à Neptune. La surprise fut grande lorsque la masse de Kepler 10c fut enfin mesurée. Un autre fait troublant à propos de cet astre concerne son âge. En effet, la planète géante serait vieille d'environ 10 milliards d'années. Or, à cette époque, la première génération d'étoiles venait seulement de terminer son cycle de vie. Et les éléments lourds nécessaires à la formation des planètes rocheuses n'étaient pas très abondants dans l'univers. Preuve en est qu'il existe certainement des mondes semblables aux nôtres, mais d'un âge bien plus avancé dans le cosmos. Des mondes qui pourraient potentiellement abriter la vie depuis des milliards d'années, laissant le temps aux organismes d'évoluer jusqu'à, peut-être, avoir la possibilité de voyager sur d'autres planètes. Bien que cela relève de la pure supposition, cette idée nous conforte dans le fait que nous rencontrerons peut-être un jour d'autres formes de vie intelligentes. Parmi le bestiaire des planètes telluriques ultramassives, il existe aussi TOI 849b. Sur le site officiel de la NASA, elle est présentée comme une géante gazeuse. Et pourtant, on ne retrouve presque aucune enveloppe gazeuse sur cette planète. Seulement un corps solide 3,5 fois plus grand que la Terre et 40 fois plus massif. Ainsi, TOI 849b est à peu près de la même taille que Neptune, mais elle la surpasse de 2,3 fois en termes de masse. C'est l'une des planètes de cette taille les plus denses jamais observées. Mais en réalité, TOI 849b ne mérite pas le titre de super-Terre, puisqu'il s'agit en fait du noyau résiduel d'une géante gazeuse. TOI 849b pourrait être le reflet de Saturne ou de Jupiter si jamais ces dernières venaient à perdre leur enveloppe de gaz. Cette hypothèse semble très probable, étant donné que TOI 849b orbite si près de son étoile qu'elle en fait le tour en moins d'une journée. Elle reçoit donc 2000 fois plus de rayonnement que nous en recevons du Soleil. Ces couches gazeuses ont donc très bien pu être balayées par son étoile. Si ce scénario est exact, cela fait de TOI 849b
le plus gros noyau de géantes gazeuses connu. Toutefois, une question demeure. Si l'enveloppe gazeuse de TOI 849b a bien été soufflée par son étoile, comment se fait-il qu'il subsiste toujours une partie résiduelle? Seules des observations plus poussées pourront un jour résoudre ce mystère planétaire. Peut-être même que les télescopes pointeront un jour leurs capteurs sur d'autres planètes plus monstrueuses encore, mettant encore plus à l'épreuve les modèles des astrophysiciens. Toujours est-il que si nous voulons voir en détail quels sont les plus grands objets de l'univers, nous ne pouvons pas nous limiter aux planètes. Nous devons aller plus loin, un cran au-dessus, au niveau des étoiles. Un peu plus tôt, nous avons vu qu'au sein du système solaire, rien n'était comparable à l'envergure du Soleil et son diamètre de 1,4 million de kilomètres. Et pourtant, aussi imposant soit-il face à nous, il n'est qu'un grain de poussière face à la plus grande étoile que nous connaissons. Il y a encore peu, ce record était détenu par VY Canis Majoris, une étoile supergéante rouge de notre galaxie, située à 5000 années-lumière. À nos yeux, sa taille paraît infinie. 2 milliards de kilomètres de diamètre, soit environ 13 fois la distance Terre-Soleil. Si VY Canis Majoris se tenait à la place de notre Soleil, elle serait assez large pour engloutir notre système solaire jusqu'à Jupiter. Sa taille est donc à peu près 1500 fois celle de notre étoile, qui, en comparaison, ne serait guère plus grande qu'un ballon de football face à la Tour Eiffel. Mais la plus grande étoile que nous connaissons actuellement n'est pas VY Canis Majoris, mais bien UY Scuti, une autre supergéante rouge située dans la constellation de l'écu de Sobieski à 9500 années-lumière de nous. 1700 fois plus grande que le Soleil, elle pourrait s'étendre jusqu'à Saturne si on la mettait au centre du système solaire. Toutefois, quand on parle d'étoiles géantes, il faut aussi tenir en compte leur masse. En effet, si UY Scuti est la plus imposante de toutes, le titre d'étoile connue la plus massive revient à R136A1. Elle pèse environ 250 masses solaires, alors que les limites des astrophysiciens pour les étoiles sont plutôt de 150 masses solaires. En outre, R136A1 est aussi l'une des étoiles les plus brillantes du cosmos. Elle rayonne autant que 10 millions de soleils réunis. Située au sein de la nébuleuse de la Tarentule, dans le Grand Nuage de Magellan, une galaxie naine voisine de la Voie lactée, sa position ne facilite pas son observation. En effet, l'étoile fait partie du superamas d'étoiles R136, dont 9 ont une masse supérieure à 100 fois celle du Soleil. Les chercheurs ont dû faire plusieurs mesures et observations pour bien identifier toutes les étoiles du groupe R136A, lui-même au sein de l'amas stellaire R136. D'ailleurs, il est intéressant de noter que R136A1 se trouve dans la nébuleuse de la Tarentule, qui, en plus d'être spectaculaire, est aussi la plus grosse que nous connaissons. Elle s'étend sur une vaste région de l'espace, couvrant environ 1000 années-lumière, ce qui représente environ 9,5 millions de milliards de kilomètres. Son étendue est telle qu'elle est visible même à l'œil nu depuis l'hémisphère sud. C'est même une cible d'observation très prisée par les astronomes amateurs. La nébuleuse de la Tarentule est aussi une véritable merveille cosmique qui offre un terrain fertile pour les astronomes qui étudient la formation des étoiles ainsi que leur mort. Car en 1987, il s'est produit une supernova très brillante au sein de cette nébuleuse
ce qui permit aux astronomes d'étudier de près ce phénomène cosmique si prodigieux. Toujours dans la famille des nébuleuses, nous pouvons également citer celle d'Orion. Visible à l'œil nu comme une tache floue dans le ciel près de la ceinture d'Orion, c'est l'une des nébuleuses les plus brillantes et les plus accessibles pour les observateurs du cosmos. Elle occupe un pan du ciel 4 fois plus étendu que celui couvert par la pleine lune. Sa taille est d'environ 24 années-lumière, mais c'est bien sa proximité avec la Terre qui nous la rend si visible. La nébuleuse d'Orion doit également ses couleurs chatoyantes aux jeunes étoiles très chaudes qui émettent une intense quantité de lumière ultraviolette. Cette lumière excite le gaz environnant, principalement de l'hydrogène, qui brille alors dans différentes couleurs visibles, donnant à la nébuleuse son éclat caractéristique. C'est d'ailleurs le cas pour la plupart des nébuleuses, qui sont des zones propices à la formation d'amas d'étoiles. En effet, ces dernières ne sont autres que de vastes nuages de gaz et de poussière dans l'espace. Elles contiennent tous les éléments nécessaires à la formation des étoiles. Lorsqu'une nébuleuse s'effondre sous l'effet de la gravité, elle crée des régions de concentration de matière appelées noyaux protostellaires. Ces noyaux sont des amas de gaz et de poussière très denses où la température et la pression sont élevées. Dans ces conditions, la matière continue de s'accumuler et de s'effondrer jusqu'à ce que des réactions nucléaires se déclenchent au cœur du noyau. Cet événement marque la naissance d'une nouvelle étoile. Lorsqu'un grand nombre de noyaux protostellaires se forment à l'intérieur d'une nébuleuse, ils peuvent éventuellement donner naissance à des amas d'étoiles. Les étoiles de l'amas partagent ainsi une origine commune et sont souvent liées gravitationnellement les unes aux autres. Il existe 2 types d'amas. Premièrement, il y a les amas ouverts. Ce sont des amas d'étoiles jeunes et brillantes, mais également massives et chaudes. Les amas ouverts contiennent généralement quelques dizaines à quelques milliers d'étoiles, et elles sont dispersées sur une région relativement vaste. Ensuite, il y a les amas globulaires. Ce sont les amas composés principalement d'étoiles plus anciennes et moins massives que celles des amas ouverts. Les amas globulaires contiennent généralement des centaines de milliers à des millions d'étoiles et sont aussi très denses. Ils doivent leur nom à leur structure sphérique, ce qui leur donne un aspect globuleux. Rien que dans notre Voie lactée, les chercheurs ont réussi à identifier plus de 150 amas de ce type. L'un des plus connus étant sans doute M13, le grand amas de la constellation d'Hercule. Situé à environ 22 000 années-lumière de la Terre, M13 fascine les astronomes depuis des siècles. À la fois massif et très compact, il est difficile d'affirmer avec exactitude le nombre d'étoiles qu'il contient. Les estimations vont de quelques centaines de milliers à plusieurs millions d'étoiles, étroitement regroupées sur une sphère d'environ 145 années-lumière de diamètre. Ainsi, dans le ciel nocturne, son diamètre apparent est environ la moitié de celui de la pleine lune. L'amas M13 est aussi l'un des plus anciens objets de notre Voie lactée. Il est âgé d'environ 12 à 13 milliards d'années. Il s'est donc formé très tôt dans l'histoire de l'univers, puisque ce dernier est né il y a environ 14 milliards d'années. Les étoiles qui composent le grand amas d'Hercule sont principalement des étoiles de faible masse et de faible métallicité. Autrement dit, elles contiennent des quantités relativement faibles d'éléments plus lourds que l'hélium. Il existe également une anecdote intéressante au sujet de cet amas globulaire. En 1974, M13 fut choisi pour envoyer un message interstellaire dans l'espoir qu'un jour,
une civilisation extraterrestre puisse le recevoir. Malheureusement, les chances d'obtenir un jour une réponse à ce message sont minces. Alors, si la Voie lactée n'abrite pas de petits hommes verts, il faut peut-être chercher ailleurs. Et pourquoi pas au sein d'Andromède. Après tout, c'est la galaxie la plus proche de nous, si l'on exclut les galaxies naines. Située à 2,5 millions d'années-lumière de la Terre, Andromède et la Voie lactée semblent se rapprocher l'une de l'autre à grande vitesse. Si bien qu'un jour, les deux finiront par rentrer en collision pour former une seule et même énorme galaxie elliptique baptisée Milkomeda. Mais rassure-toi, cela n'aura pas lieu avant 4 milliards d'années. La Voie lactée a un rayon d'environ 52 850 années-lumière. Andromède, elle, mesure près de 110 000 années-lumière de rayon. Elle contiendrait environ 1000 milliards d'étoiles. C'est 2 à 5 fois plus que notre galaxie. Ce qui la rend 25% plus lumineuse que notre chère Voie lactée. Et pourtant, malgré ses dimensions impressionnantes, Andromède fait pâle figure devant la plus grande des galaxies connues à ce jour, IC 1101. IC 1101 est une galaxie elliptique monstrueuse située dans les confins du cosmos à 1 milliard d'années-lumière de distance. Son diamètre, tenez-vous bien, est de 6 millions d'années-lumière. Elle abrite aussi plus de 100 000 milliards d'étoiles, ce qui lui confère une masse 2000 fois supérieure à celle de la Voie lactée. C'est tout simplement inimaginable. Mais en février 2022, une autre prétendante est venue lui disputer la couronne. Cette galaxie, c'est Alcyone, un monstre cosmique mesurant 16,3 millions d'années-lumière de long. En réalité, Alcyone n'est pas tout à fait une galaxie, mais plutôt une radiogalaxie, ce qui signifie qu'elle émet des radiations à des longueurs d'onde bien précises. Les radiogalaxies sont caractérisées par leur émission intense de rayonnement radio qui provient de leur noyau actif et supermassif. Elles sont généralement divisées en 2 catégories principales, les radiogalaxies à double lobe et les radiogalaxies à double jet. Les premières ont une structure en forme de Y ou de X, avec 2 lobes symétriques situés de part et d'autre du noyau central. Chaque lobe est constitué de matière éjectée à des vitesses proches de celles de la lumière. Ils sont le résultat de la présence d'un trou noir supermassif actif au milieu de la galaxie. Pour ce qui est des radiogalaxies à double jet, elles présentent des jets étroits de matière propulsés à des vitesses proches de celles de la lumière à partir du noyau central. Mais contrairement aux précédentes, les radiogalaxies à double jet n'ont pas de lobe étendu. Quoi qu'il en soit, on pense que le comportement des radiogalaxies est dû à la présence de trous noirs supermassifs en leur centre. Ces derniers absorbent activement la matière environnante, ce qui libère une énorme quantité d'énergie. Le tout se manifeste alors sous forme de rayonnement dans différentes longueurs d'onde, y compris les ondes radio. Ces émissions radio proviennent principalement de la matière chauffée et accélérée par les jets de particules relativistes à proximité du trou noir central. Voilà pourquoi les radiogalaxies constituent un objet d'étude important en astrophysique. Elles fournissent des informations essentielles sur les processus d'accrétion de matière autour des trous noirs supermassifs. Elles nous permettent également de mieux comprendre l'impact de ces gouffres cosmiques sur l'évolution des galaxies et de l'univers à grande échelle.
En parlant de trou noir, il faut savoir que celui au centre d'Alcyone n'est pas aussi gigantesque qu'on pourrait le croire. En effet, la masse stellaire d'Alcyone ainsi que la masse de son trou noir supermassif sont inférieures à celles d'autres radiogalaxies géantes découvertes auparavant. Cela dit, il est tout de même 100 fois plus massif que le trou noir au centre de la Voie lactée. La plus grande galaxie connue n'a donc pas le plus grand trou noir qu'il nous ait été donné d'observer. Mais où se cache-t-il alors ? La réponse se trouve à 700 millions d'années-lumière de nous, au sein d'une galaxie elliptique supergéante, la plus brillante de tout l'amas Abell 85. Il s'agit de Holmberg 15A, que l'on nomme aussi Holm 15A. Environ 3 fois plus grande que la Voie lactée, cette lointaine cousine abrite en son centre le plus grand dévoreur de mondes jamais découvert. Un trou noir non pas supermassif, mais bien ultramassif. 40 milliards de masses solaires. La taille de l'horizon des événements qui lui est associé, c'est-à-dire la limite à partir de laquelle plus rien, pas même la lumière, ne peut échapper à son attraction, est tout simplement inimaginable. Près de 800 fois la distance Terre-Soleil. C'est 10 000 fois celle du trou noir supermassif que l'on trouve au centre de notre Voie lactée. Jusque-là, nous avons vu qu'il existait des planètes, des étoiles, des galaxies et même des trous noirs géants. Nous avons également vu que les étoiles pouvaient se regrouper pour former des amas. Mais ce que vous ignorez peut-être, c'est que les galaxies, elles aussi, forment des amas. Elles s'enchevêtrent le long d'une toile cosmique pour former des structures complexes d'une taille qui dépasse l'entendement. On parle alors de superamas de galaxies. Imaginez une multitude d'îlots cosmiques composés de milliards d'étoiles, regroupées en un assemblage colossal, comme des pièces d'un immense puzzle cosmique. C'est exactement ce qu'est un superamas. Pour le dire plus simplement, c'est une structure cosmique à grande échelle composée de multiples amas de galaxies. Et les amas sont eux-mêmes des groupes qui contiennent parfois jusqu'à plusieurs milliers de galaxies. Les superamas peuvent donc regrouper des dizaines, voire des centaines d'amas, créant ainsi une structure d'une taille colossale. Ces géants cosmiques s'étendent sur des mégaparsecs, une unité de mesure astronomique équivalent à plus de 3 millions d'années-lumière. La force gravitationnelle est à la fois le moteur et le ciment de ces constructions astronomiques. La gravité attire les amas de galaxies les uns vers les autres, formant ainsi un ensemble compact et massif qui se repend à travers le tissu de l'espace-temps. Cela crée un environnement où des galaxies de toutes formes et tailles cohabitent, échangeant des gaz, des étoiles et interagissant gravitationnellement. Au fil du temps, les superamas continuent de s'assembler, attirant constamment de nouveaux amas de galaxies dans leur orbite. Ils évoluent également à travers des collisions avec d'autres superamas, créant des interactions cosmiques d'une complexité extraordinaire. La découverte et l'étude de ces derniers ont une importance cruciale en cosmologie. Ils nous aident à comprendre la distribution de la matière dans l'univers, ainsi que les forces dynamiques qui façonnent l'évolution des galaxies au fil du temps. Maintenant, plongeons au cœur de ces immenses structures. Approchons-nous de l'un de ces superamas qui suscite particulièrement notre curiosité et notre admiration, l'Aniakea. Le nom Laniakea provient du hawaïen, évoquant une immensité céleste. C'est un nom parfaitement adapté, car cette structure est totalement démesurée. Laniakea s'étend sur une région d'environ 500 millions d'années-lumière de diamètre.
Cela équivaut à près de 5000 fois la taille de notre propre galaxie, la Voie lactée. Lorsque nous parlons de l'Aniakea, nous évoquons un superamas de galaxies, une collection gargantuesque de groupes individuels d'amas de galaxies qui s'étendent sur des régions vastes de l'espace. Et au cœur de cette immensité se trouve notre propre galaxie, la Voie lactée, flottant comme un grain de sable au bord d'une plage infinie. Chaque point de lumière que tu vois représente des milliards d'étoiles, de planètes, de gaz et de poussières. D'ici, l'Aniakea ressemble à une brillante constellation, dont les contours sont définis par les mouvements et les attractions des galaxies qui la composent. L'intérieur de l'Aniakea est un ensemble complexe de filaments galactiques, d'amas denses et de vastes vides. Ces filaments sont en fait des routes cosmiques, où les galaxies migrent et interagissent sous l'influence des forces gravitationnelles. Il s'agit d'une danse cosmique complexe où chaque participant est lié par les chaînes invisibles de la gravité. La Voie lactée, avec sa spirale distinctive, ainsi que notre voisine, la galaxie d'Andromède, font partie du groupe local, un amas de galaxies appartenant au superamas de la Vierge, lui-même appartenant à l'Aniakea. L'Aniakea ne se tient pas seule dans l'immensité de l'espace. Elle est en interaction constante avec d'autres superamas voisins, comme le superamas de Persée-Pégase. Ces interactions, à une échelle cosmique, façonnent le paysage évolutif de l'univers. Mais pourquoi ces structures sont-elles si importantes pour les scientifiques? En étudiant les superamas, nous pouvons mieux comprendre comment la matière s'est agglomérée après le Big Bang, comment les galaxies se sont formées et ont évolué. En fin de compte, l'Aniakea n'est pas seulement un superamas de galaxies. Elle est un témoin de l'évolution cosmique, un jalon de notre compréhension de l'univers et, peut-être le plus important, notre maison dans le grand cosmos. Et ce qui est encore plus fascinant, c'est que l'Aniakea lui-même n'est qu'un parmi d'autres superamas. Il ne représenterait que 4% de l'univers observable. Cette immensité céleste est en réalité connectée à d'autres superamas, formant des structures encore plus vastes dans une danse céleste éternelle orchestrée par la gravité. C'est en faisant ces études, à de très grandes échelles de taille, que les astronomes ont pu identifier ce qui est, à ce jour, la plus grande et la plus massive structure connue de l'univers observable, le grand mur d'Hercule couronne boréale. Un qualificatif on ne peut plus approprié pour ce gigantesque filament galactique. Découvert par hasard en 2013, à la suite d'un programme de cartographie de sursaut gamma, le grand mur d'Hercule est, pour ainsi dire, un superamas de galaxies. Il mesure près de 10 milliards d'années-lumière sur 7,2, ce qui lui confère une épaisseur de 900 millions d'années-lumière. Il contient ainsi des dizaines de milliers de galaxies et se trouve à 10 milliards d'années-lumière de nous. À titre de comparaison, le diamètre de l'univers observable est de 93 milliards d'années-lumière. Le grand mur d'Hercule représente donc environ 10% de l'univers qu'il nous est donné de voir. Au sein du mur, les amas et superamas de galaxies sont interconnectés les uns aux autres par des filaments de gaz chaud. Depuis sa découverte, les chercheurs estiment que d'autres structures similaires, potentiellement plus grandes encore, se cachent dans l'obscurité du vide sidéral, attendant d'être découvertes. Ensemble, elles formeraient la grande toile de l'univers. Si de notre point de vue, les galaxies et la matière disséminée dans le cosmos semblent s'éparpiller aléatoirement, dans une sorte de chaos infini, les filaments galactiques remettent cette vision en perspective. Au final, les choses semblent bien plus ordonnées qu'elles n'en ont l'air à première vue. Un peu comme les atomes qui se regroupent pour former des molécules à l'échelle microscopique. D'autres tissus galactiques ont été découverts ces dernières années. C'est le cas du Grand Mur de Sloan qui fut considéré pendant une décennie comme la plus grande structure de l'univers
avant que le grand mur d'Hercule couronne boréale ne lui prenne son titre. Avec une longueur de 1,3 milliard d'années-lumière, c'était un challenger de taille, sans mauvais jeu de mots. Il fut repéré en 2003 grâce aux données du relevé spectroscopique de Sloan Digital Sky Survey. Plus récemment encore, c'est le grand mur de Bose qui fut mis sur le devant de la scène. Plus modeste que les deux précédents, il s'agit tout de même d'un impressionnant réseau comprenant 4 superamas de galaxies. On estime qu'au moins 830 galaxies sont retenues dans ces filets, lui conférant une masse équivalente à 10 000 fois celle de notre Voie lactée. Ainsi, plus les découvertes avancent, plus les tissus ou filaments galactiques que l'on désigne par le terme de mur perdent leur statut d'anomalie. A l'inverse, ce sont des formations aussi répandues que peuvent l'être les systèmes stellaires ou planétaires au sein des galaxies. À vrai dire, il existe même d'autres formations cosmiques encore plus étranges que les amas ou bien les murs. Ce sont les superbulles stellaires. Il s'agit d'énormes cavités ou structures sphériques réparties dans le milieu interstellaire. Les superbulles stellaires sont créées par l'activité explosive de multiples étoiles massives, notamment les supernovas et les vents stellaires. Les supernovas sont des explosions cataclysmiques qui se produisent lorsqu'une étoile massive épuise son carburant nucléaire et s'effondre sur elle-même, libérant une quantité colossale d'énergie. Les vents stellaires, quant à eux, sont des éjections constantes de matière depuis la surface des étoiles massives pendant leur vie active. Les étoiles massives éjectent donc de grandes quantités de matière, d'énergie et de particules à haute vitesse lors de leur phase d'explosion et de vieillissement. Ainsi, la formation des superbulles commence lorsque ces géantes atteignent la fin de leur cycle de vie. Ces phénomènes expulsent la matière et l'énergie dans l'espace environnant. Si plusieurs étoiles massives se forment dans une région donnée d'une galaxie, leurs explosions et éjections combinées peuvent créer une énorme cavité dans le milieu interstellaire, formant ainsi une superbulle stellaire. À l'intérieur de ces superbulles, les gaz expulsés par les étoiles se mélangent avec le gaz interstellaire environnant, créant des régions denses et chaudes. Les ondes de choc générées par les explosions se propagent dans le milieu interstellaire, comprimant la matière alentour et favorisant la naissance de nouvelles étoiles. Les superbulles peuvent s'étendre sur des centaines à des milliers d'années-lumière. Elles sont donc une des nombreuses formes que peuvent prendre les structures cosmiques de grande ampleur. À nouveau, elles reflètent la diversité des phénomènes et des processus créatifs qui peuvent avoir lieu au sein de notre univers. Des cataclysmes magnifiques qui donnent lieu aux plus terrifiantes explosions, mais aussi aux plus belles créations que l'homme puisse observer. Loin, très loin, perdus sur notre planète bleue, nous continuerons de scruter le ciel à la recherche de ces événements qui nous dépassent pour tenter d'en percer les secrets. Aussi ridicules que nous sommes face à l'immensité cosmique, notre soif de découverte peut être aussi notre ego naturel qui nous pousse à croire qu'un jour, l'infini nous livrera ses secrets. À travers notre voyage, nous avons pu admirer bon nombre d'immensités cosmiques qui jalonnent notre univers. Mais aussi grandes et imposantes ces entités soient-elles, toutes restent mesurables. Se pose alors une question cruciale. L'univers, lui, a-t-il une fin? Est-ce une sorte d'immense bulle remplie de galaxies, d'étoiles, de trous noirs et d'autres objets stellaires? Et si oui, qu'est-ce qui entoure cette bulle? Le néant ou bien quelque chose d'encore plus vaste? Dès que l'on s'intéresse un tant soit peu au cosmos, toutes ces questions vertigineuses nous viennent inévitablement à l'esprit, jusqu'à nous plonger dans une forme de malaise, car ces interrogations nous confrontent aux limites de notre propre compréhension. En effet, si l'on comprend le principe de l'infini, il nous est impossible de le visualiser clairement dans nos esprits.
un peu comme s'il nous manquait certaines clés de compréhension. Un vide qui fait que nous n'arrivons pas à mettre précisément le doigt sur certains concepts pour en saisir toutes les nuances. Et c'est à ce moment que vient l'ultime question. Les secrets de l'univers sont-ils faits pour être compris par l'homme, ou est-ce qu'ils nous sont, par nature, à jamais inaccessibles? En poussant l'exercice de réflexion encore plus loin, on en arriverait presque à se demander si le fait de comprendre tous les rouages du monde qui nous entoure donnerait plus de sens à notre existence. Car finalement, n'est-ce pas ce manque perpétuel de compréhension et les mystères qui se dressent devant nous qui nous poussent à vivre pour les découvrir? La réponse, c'est à vous qu'il appartient de la trouver. Peut-être vous mènera-t-elle vers d'autres interrogations qui continueront d'alimenter la flamme de votre curiosité. Ce désir ardent de rechercher la vérité, de comprendre le fonctionnement des choses. Finalement, c'est peut-être cela la plus grande force de l'espèce humaine.